Donc, c'est une organisation donc par le service médical donc Grand Ouest, c'est-à-dire 4 directions régionales du service médical qui se sont associées pour vous proposer donc ce webinaire sur la thématique du risque professionnel. Donc la Bretagne, donc avec le docteur Sylvie Legrand qui est le médecin conseil régional par intérim, les Pays de la Loire avec le docteur Préau, également médecin conseil régional, le docteur Nathalie Goupil pour le centre Val-de-Loire, et donc moi-même, Françoise Legrand, pour la région Normandie. Donc, pour ce webinaire d'aujourd'hui, c'est la Normandie donc, qui a organisé et préparé donc, l'intervention. Donc, avec le docteur, vous voyez les différents intervenants, donc le docteur Morvan, médecin conseil régional adjoint, le docteur Vérin, donc médecin conseil chef responsable du pôle accompagnement des offreurs de soins et de l'échelon local de l'Eure, le docteur Esprit-Wurt, médecin conseil chef responsable du pôle accompagnement des offreurs de soins, le docteur Yvan Martini, également médecin conseil chef responsable du pôle risque professionnel, le docteur Julie Marcus, médecin conseil à l'échelon local de Rouen, Elbeuf-Dieppe, et le docteur Eudeline, donc médecin conseil à l'ELSM également de Rouen, Elbeuf-Dieppe. Donc, le déroulé de la soirée, on va commencer par une très courte présentation du service médical, sa place au sein de la sécurité sociale et de la branche maladie. Ensuite, donc, on viendra vraiment sur la thématique de notre soirée, donc, qui est consacrée aux enjeux des prises en charge au titre du risque professionnel, c'est-à-dire accident du travail et maladie professionnelle. Et donc, on évoquera donc, le cadre réglementaire dans lequel ce risque s'inscrit, et puis on évoquera bien entendu des cas pratiques pour mettre justement en perspective la réglementation et les cas que vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne. Et puis on aura également une intervention du professeur Joannour qui rappellera la place des médecins du travail donc dans le processus. Et puis on terminera donc par un temps d'échange et puis une conclusion où on pourra répondre à des dernières questions que vous pourriez vous poser. Donc déjà, comme je vous l'ai annoncé, une brève présentation du service médical au cœur de la sécurité sociale. Donc l'assurance maladie est une branche alors importante de la sécurité sociale qui regroupe donc le régime général qui représente une très grosse majorité des assurés sociaux, plus de 90% globalement, le régime agricole et puis les régimes spéciaux donc qui sont des régimes particuliers, donc régime SNCF, régime des clercs de notaire, enfin il y a quelques régimes particuliers qui viennent s'ajouter donc aux 2 gros régimes, régime général et régime agricole. Au sein du régime général, donc, on a la branche famille avec tout ce qui concerne les allocations familiales, évidemment, et donc les CAF. On a la branche retraite, donc avec tout ce qui concerne l'assurance retraite, donc la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et puis les antennes retraite déclinées dans les CARSAT. La branche recouvrement avec la COS et les URSSAF, donc qui sont en charge de tous les recouvrements de cotisations. Et puis donc pour ce qui nous intéresse et qui nous concerne nous, l'assurance maladie, donc qui regroupe à la fois la branche maladie et puis la branche risque professionnel. Pour zoomer sur spécifiquement l'assurance maladie, donc l'assurance maladie, c'est d'abord un réseau de proximité, puisque les organismes d'assurance maladie sont au plus près
des assurés sociaux, donc dans les départements avec un accès largement ouvert sur l'ensemble du territoire, et puis un réseau bien sûr étendu, parce qu'il couvre tout le territoire. Et donc vous voyez que la Caisse nationale de l'assurance maladie se décline donc en plusieurs organismes, les CARSAT, les caisses primaires, avec appendus les centres d'examen de santé, et donc pour les départements d'outre-mer, les CGSS, et puis les UG4, donc qui sont là des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux de l'assurance maladie. Et puis enfin, donc, les directions régionales du service médical, déclinées au niveau local, en échelons locaux du service médical, qui sont en proximité des caisses primaires, donc souvent dans les locaux des caisses primaires, mais qui sont indépendants des caisses primaires et directement rattachés à la Caisse nationale d'assurance maladie. Au total, ça représente 152 organismes autonomes et 16 DRSM, donc une dans chaque région, ça représente 12 DRSM en métropole et 4 dans les départements et territoires d'outre-mer. Et donc, ce sont des organismes rattachés au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour zoomer donc sur le service médical maintenant, donc nos principales missions, elles sont définies dans le code de sécurité sociale, et il s'agit de garantir à tous l'accès à des soins de qualité et de veiller à la juste attribution des prestations. Et donc, pour accomplir cette mission globale, on a plusieurs publics concernés. D'abord, les assurés sociaux, et le rôle du service médical, c'est de contrôler les prestations, de donner un avis sur la justification médicale de ces prestations et d'accompagner les assurés dans leur parcours de soins. Le deuxième interlocuteur privilégié, ce sont bien entendu les professionnels de santé. Et donc, une des missions principales du service médical, c'est d'accompagner les professionnels de santé au travers d'actions de sensibilisation thématique, de promotion, de recommandations professionnelles. Ça se traduit notamment au travers des échanges confraternels que vous pouvez avoir avec les praticiens conseils du service médical. Et puis, le dernier volet, et il concerne les professionnels de santé et les assurés, donc de conduire des actions de contrôle pour lutter contre les abus, les fautes et les fraudes. Globalement, c'est ce qu'on appelle la lutte contre la fraude, qui ne concerne qu'un nombre très minoritaire de professionnels de santé et d'assurés sociaux, mais qui est quand même un point important de notre activité, puisque le service médical est le seul organisme de l'assurance maladie qui a une expertise médicale, donc qui nous permet de procéder à des analyses sur la justification médicale des prestations. Voilà, donc ça c'est une présentation globale de nos missions. On va venir maintenant à ce qui est le thème principal de notre webinaire de ce soir, donc sur le risque professionnel. Et donc je laisse la parole au Dr Martini, au Dr Marcus et au Dr Eudeline. Bien, bonjour à tous. Donc la branche AT-MP, alors quelques chiffres, c'était les chiffres de l'année 2022. La branche AT-MP représente, on va dire en dépenses, 14 milliards d'euros, dont 10 milliards en prestations sociales. Donc quelques chiffres au niveau des accidents de travail. En 2022, on a eu un nombre de sinistres reconnus de 744 176, avec un taux d'avis favorable, donc c'est suite aux enquêtes, à la prise en charge, on va dire, médico-administrative avec les caisses primaires. D'ailleurs, à cette occasion, je tiens à vous informer que nous avons avec nous M. Cotin, qui représente les caisses primaires de Caen et qui gère à longueur de journée des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc, 94% d'avis favorables, des décisions sur les accidents de travail, avec sur l'ensemble de ces sinistres, 75% qui ont des arrêts de travail.
C'est-à-dire qu'il y a 25% d'accidents de travail qui sont qu'avec des soins. Au niveau des accidents de trajet, 123 591. Les décisions au niveau surtout des caisses primaires sont 97% en avis favorable. Et sur ces sinistres, il y a 72% qui ont des arrêts de travail. Nous avons aussi des prises en charge de maladies professionnelles. Donc là, nous en avons 66 738 en 2022. Alors là, c'est le nombre de personnes qui ont eu des maladies professionnelles, même s'ils ont eu une, voire deux, voire trois maladies professionnelles. Ça veut dire qu'il faut quand même multiplier le nombre de maladies professionnelles, parce que certains de vos patients peuvent avoir plusieurs maladies professionnelles, soit en même temps, soit au cours de l'année. Le nombre de décisions favorables est de 64%. Et au niveau des maladies professionnelles, 66% ont des arrêts de travail. Donc le total sur l'année 2022 a représenté 934 505 sinistres, avec un taux d'avis favorable de 91%, et 74% de ces sinistres avaient un arrêt de travail. On va commencer par parler d'accident de travail. On va remettre un peu de définition, même si vous les connaissez, mais pour bien illustrer le propos. Donc, l'accident de travail, on considère bien accident de travail, quelle que soit la cause d'un accident survenu par le fait ou l'occasion du travail, à toute personne qui est bien évidemment salariée ou qui travaille à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La distinction avec l'accident de trajet, c'est un trajet aller-retour entre résidence et lieu de travail ou le lieu habituel de type des repas. Voilà, ça c'était vraiment pour resituer de quoi on parle. Concernant l'accident de travail, en fait, les différents intervenants ont chacun leur rôle. La victime d'un accident de travail se doit d'informer son employeur dans les 24 heures. L'employeur, lui, se doit de déclarer l'accident de travail à la caisse primaire de rattachement de son salarié dans les 48 heures. Il lui délivre la feuille de soins en accident de travail et il peut bien évidemment émettre des réserves si il remet en cause l'origine professionnelle de l'accident tel qu'il est fait au moment de la déclaration, et ce, idéalement, au moment de la déclaration ou dans un délai de 10 jours. La victime de l'accident de travail, votre patient, va venir vous voir, et donc en tant que médecin traitant, vous rédigez le certificat médical initial en mentionnant les lésions, leur siège, un diagnostic s'il est possible d'en poser un au moment où vous les voyez, et puis la date de l'accident de travail telle que vous l'indique votre patient. Et en parallèle, s'il nécessite un arrêt de travail, il y a un deuxième certificat dédié pour prescrire l'arrêt de travail. L'assurance maladie, donc d'une part les caisses primaires et puis le service médical et le médecin conseil. On a donc la caisse un délai de 3 mois maximum pour prendre en charge l'accident de travail des réceptions, de la déclaration de l'accident de travail et du certificat médical initial, et peut effectivement se rapprocher du service médical s'il y a besoin de donner un avis sur les lésions considérées par rapport à l'accident de travail. Alors, en termes d'accident de travail, on va parler d'imputabilité des lésions. On va considérer que toute lésion apparue au temps et sur le lieu de travail est considérée comme imputable au travail. Effectivement, c'est une jurisprudence. Il existe une présomption d'imputabilité pour la victime ou le patient. Elle s'applique tant que la caisse primaire ne peut pas apporter la preuve que les lésions mentionnées ne sont pas liées au travail. Il y a quelques limites. La présomption d'imputabilité ne va pas s'impliquer si les lésions initiales sont décrites plus tardivement. C'est-à-dire qu'au moment où le certificat médical initial est fait, tout n'est pas décrit. Et si plus tard apparaissent des lésions considérées comme initiales, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus. De la même façon, des lésions qui surviendraient beaucoup plus tard et qui ne seraient effectivement pas considérées comme lésions initiales, voilà, qu'on va considérer comme une nouvelle lésion, et ça on parlait un petit peu plus tard, qui apparaissent tardivement, où là, effectivement, pareil, cette présomption d'imputabilité disparaît. Et au moment des rechutes, en fait, certificat médical de rechute, mais c'est pareil, on se viendra un petit peu après. En cas de rechute, ça ne s'applique. Alors, quelques mots sur les maladies professionnelles. Donc, la définition d'une maladie professionnelle. Donc, c'est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque. Donc, il peut s'agir d'un risque physique, comme le bruit, donc les surdités, un risque chimique, comme l'exposition au benzène, un risque biologique, comme l'exposition au virus, comme celui de l'hépatite. Et on a également un ensemble de maladies qui résultent des conditions de l'exercice professionnel
consécutives à l'exposition à des gestes et postures au travail. Donc, par exemple, le tableau 57, que vous connaissez bien, parce que c'est celui qu'on a le plus souvent en termes de reconnaissance de maladies professionnelles et qui regroupe les TMS, hein, donc épicondylite, canal carpien, etc. Donc, son titre, c'est les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Et on a aussi un autre tableau bien connu qui résulte des gestes et postures, les tableaux 97 et 98 qui correspondent aux hernies discales, des affections chroniques du rachis lombaire, donc secondaires à la manutention manuelle de charge lourde, donc secondaires à l'exposition aux engins vibrants. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Diapo suivant. Alors, pareil, le rôle de chacun dans le cadre des maladies professionnelles. Donc, la victime remplit un document qu'on appelle déclaration de maladie professionnelle, donc qui est disponible sur le site Amélie et il le transmet avec le certificat médical initial à sa caisse primaire. Hein. Donc, ce sont les deux documents obligatoires, la déclaration de maladie professionnelle remplie par la victime et le médecin à côté qui rédige le certificat médical initial. Donc, c'est le même document que pour les accidents du travail, hein, il y a juste une case à cocher différente. Et donc, sur ce document, le médecin doit préciser la nature de l'affection en notant bien le diagnostic. Hein, il faut aller au-delà des symptômes, mais vraiment donner un diagnostic précis. Hein, il faut savoir que dans le cadre d'une maladie professionnelle, il n'est jamais urgent de faire la déclaration. Donc, le médecin peut se donner le temps d'avoir un diagnostic précis, hein, contrairement à l'accident de travail où le certificat médical initial doit être rédigé tout de suite. Et sur le document du certificat médical initial, donc en dehors du diagnostic, le médecin doit également noter la date de première constatation médicale. Donc ça, c'est une date qui est très importante, hein, puisqu'elle sera utilisée après pour déterminer si vraiment la pathologie rentre dans le cadre d'un tableau. On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, la date de première constatation médicale, c'est la date où sont apparues les premières manifestations de la maladie. Donc, ce n'est pas la date du diagnostic, mais la date des premières manifestations. Par exemple, si on a une rupture de coiffe de l'épaule, hein, ce n'est pas la date de l'IRM, mais la date d'apparition des premières douleurs au niveau de l'épaule. Également, le médecin doit rédiger l'arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle, sans attendre, bien entendu, la reconnaissance de la maladie professionnelle, hein, comme si, dès le départ. Alors, l'assurance maladie. Donc là, pour les maladies professionnelles, c'est l'assurance maladie qui délivre la feuille de soins, hein, contrairement aux accidents de travail. Et donc, le médecin conseil, en fonction des pathologies, en fonction des tableaux, sera amené à demander des examens complémentaires. Alors, on les demande à la victime. Et donc, quelques exemples hein, pour la pathologie de rupture de coiffe de l'épaule, par exemple, l'examen obligatoire et l'IRM. Pour les tendinopathies chroniques de l'épaule, les examens obligatoires sont la radiographie et l'IRM. La radiographie, parce que l'on doit s'assurer qu'il n'existe pas de calcification. Pour les sciatiques par hernie discale, qui sont également une pathologie courante, donc plusieurs examens sont possibles, hein, sont admissibles, soit le scanner du rachis lombaire, ou également l'IRM, ou le compte-rendu opératoire, si le patient a déjà été opéré. Pour la surdité, donc on demande un angiogramme. Pour les pneumoconioses, c'est la plupart du temps un scanner. Et pour les cancers bronchiques, donc l'intitulé dans les tableaux de maladies professionnelles, c'est examen spécialisé permettant de déterminer le caractère malin et primitif de la tumeur. Donc la plupart du temps, c'est un compte-rendu anatomopathologique. Parfois, il n'est pas fait, donc on demande d'autres éléments comme un compte-rendu de consultation, compte-rendu d'hospitalisation, etc. Qui permet, où on voit que le médecin a posé le diagnostic. Alors, quelques points de vigilance sur les maladies professionnelles.
Donc, il faut noter que le certificat médical initial n'est pas soumis au secret médical, hein. C'est-à-dire que nos collègues des caisses primaires voient ce certificat médical. Et donc, il ne faut mentionner sur les certificats que des éléments concernant l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Pas d'autres pathologies, parce que ça sème le trouble et on se demande quelle est la demande précise. Et se limiter à une description purement médicale. Donc là, je pense par exemple au syndrome dépressif lié au travail. Il ne faut pas noter, par exemple, le terme harcèlement au travail. Voilà. Il faut savoir qu'une même pathologie ne peut à la fois être connue en maladie professionnelle et en accident de travail. Donc je pense là, par exemple, aux tendinopathies de l'épaule, par exemple, qui peuvent être à la fois secondaires à un traumatisme, mais également reconnues en maladie professionnelle. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. De première constatation médicale en maladie professionnelle, on l'a déjà évoqué sur la diapo précédente. Donc, il existe un petit pavé sur le certificat qui demande une explication sur la date retenue par le médecin libéral. Donc ça, c'est important de bien le remplir, hein. Ça peut être les premiers symptômes, ça peut être le premier examen, la première consultation. C'est important de la préciser. Alors, les tableaux de maladies professionnelles. Donc, présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau contracté selon les conditions du tableau. Alors, dans les tableaux de maladies professionnelles, il y a plusieurs colonnes, il y en a 3. La colonne de gauche correspond aux conditions médicales. On va vous en montrer un juste derrière, on peut peut-être le montrer. Donc, par exemple, le tableau 57, la désignation de la maladie, donc c'est la tendinopathie chronique non pulmoncalcifiante avec une encéphalopathies de la cause rhumatoïde, objectivée par l'IRM. Donc voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait à la fois une radiographie pour bien qu'on voit qu'il n'existe pas de calcification, et l'IRM qui est noté dans le tableau. Donc ça, c'est vraiment la partie médicale, et c'est le médecin conseil qui vraiment caractérise la maladie sur la base, bien entendu, du certificat médical initial. On a les deux autres colonnes qui correspondent aux conditions, vous pouvez remettre le délai de prise en charge, donc c'est-à-dire le délai entre la fin de l'exposition au risque et l'apparition de la maladie. Il y a toujours un délai de prise en charge dans tous les tableaux de maladies professionnelles. Et parfois, il y a également la nécessité de respecter une durée d'exposition minimale. Donc ici, par exemple, 6 mois pour la tendinopathie. Et enfin, la colonne de droite, ça correspond à l'exposition professionnelle. Donc, quels sont les travaux qui correspondent, qui peuvent provoquer la maladie? Voilà, on peut revenir à un diapo précédente. Alors, le délai d'instruction d'une maladie professionnelle, qui est dans un tableau, qui est inclus dans un tableau, est de 120 jours maximum, donc 4 mois, à la réception conjuguée de la déclaration de maladie professionnelle, donc faite par le patient, et le certificat médical et médical, ainsi que les examens obligatoires, qui le sont pour certains tableaux, hein. Ce n'est pas le cas pour tous les tableaux. Donc, il faut tout ça. À partir de là, le délai est de 120 jours. Donc, il existe 102 tableaux de maladies professionnelles, et donc les deux plus récents, hein, c'est le tableau 101 qui correspond au cancer primitif du rein provoqué par le trichloroéthylène et qui date de mai 2021. Et on a le tableau 102 qui est le cancer de la prostate provoqué par les pesticides et qui date, lui, de avril 2022. Donc, tous les tableaux sont consultables sur le site de l'INRS. Hein, c'est facile d'accès, c'est très bien fait, donc c'est facile à lire. Voilà. Celle-ci, on l'a dit. Pour répondre à des questions qui sont importantes pour la suite, en particulier une question sur
les circonstances de l'accident du travail, un infarctus myocarde qui peut survenir pendant un déplacement professionnel et être considéré comme un accident professionnel, comme un accident de travail. Donc la réponse est oui, et je pense que c'est important parce que effectivement, ce sont des situations fréquentes, un accident vasculaire cérébral ou autre peuvent être tout à fait reconnus en accident du travail. Dans la notion de déplacement, il y a quand même une différence entre la notion de trajet de travail et la notion de déplacement dans le cadre d'une mission. Lorsqu'un salarié est en mission, il se déplace, il va à l'étranger, il est sous le lien de subordination de l'employeur. Et donc, l'infarctus peut être pris en charge quand il est en déplacement dans le cadre d'une mission sans aucun problème. Puisqu'il y a toujours le lien, ce qui est important, c'est le lien de subordination avec l'employeur. La deuxième question, alors, Dr. Rodin l'a précisé, mais je pense que c'est important d'y revenir parce que c'est une question récurrente pour nos collègues. Quand on a des déclarations de maladie professionnelle est en cours d'étude par la caisse, doit-on faire les arrêts en maladie professionnelle? La réponse que vous a donnée déjà le Dr. Rodin, c'est oui, mais je pense que c'est vraiment important parce qu'on sait à quel point au quotidien c'est source de vraiment de difficultés. La dernière question, je ne vous interroge pas, mesdames, pour l'instant, concerne la date de première constatation médicale, où un confrère se dit, si il y a une constatation médicale sur un examen complémentaire et que l'apparition des symptômes est secondaire, quelle est la date à retenir? C'est la date de l'examen complémentaire, la date la plus ancienne. La date la plus ancienne. Je vous laisse, mesdames, on passe. Donc, on continue sur les maladies professionnelles, sur l'instruction des maladies professionnelles. Donc, si la maladie professionnelle figure dans un tableau, mais qu'une ou plusieurs dispositions de ce tableau n'existent pas, enfin, n'est pas présente, par exemple, si le délai de prise en charge est dépassé, ou si la durée d'exposition est insuffisante, ou si on n'a pas la liste limitative des travaux, eh bien, la procédure peut quand même se poursuivre. Et donc, il y a la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui va finalement se prononcer sur la reconnaissance de cette maladie professionnelle. Ce comité est également saisi pour les maladies qui ne figurent dans aucun tableau. Toute maladie peut faire l'objet d'une demande de maladie professionnelle, il n'y a pas de restriction. La seule, c'est qu'il faut quand même que la maladie soit assez grave, hein, c'est-à-dire que le médecin conseil se prononce sur le taux d'incapacité de la maladie qui doit être supérieur ou égal à 25%. Hein, donc, ça correspond déjà à une pathologie sévère. Et donc, pour les maladies hors tableau, le C2RNP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est saisi également, et donc se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail de la victime. Voilà. Donc ça, on était au stade de reconnaissance de maladies professionnelles. Pour la suite de la présentation, donc ce sera commun avec les accidents de travail. Donc, au niveau de l'évolution de la prise en charge, il y a plusieurs cas de figure, bien évidemment. On va commencer par la plus simple, celle en cas de prolongation, la nécessité de prolonger l'arrêt de travail. Donc, bien évidemment, la prolongation, elle est faite sur le certificat d'arrêt de travail. N'hésitez pas à mentionner l'évolution de la situation de votre patient. Voilà, soit d'exemple, par exemple, un accident de travail avec une entorse de cheville, prolongation d'arrêt. Qu'est-ce qui va faire que vous prolongez l'arrêt? C'est une entorse de cheville, ça, on est bien d'accord. Et comment elle évolue? De façon à se dire, voilà, mon arrêt, il faut bien le prolonger parce que on a découvert autre chose, il y a des systèmes de prise en charge, il y a un rendez-vous qui arrive. Voilà, nous, il faut qu'on puisse identifier finalement les soins qui vont justifier cette prolongation d'arrêt de travail avec des soins qui vont permettre une récupération, une amélioration de la situation. Puisqu'effectivement, arrive un moment où, mais ça on verra un petit peu après, on va pas faire trop d'avance, mais voilà, il faut qu'on puisse effectivement voir l'évolutivité favorable et les soins qui le permettent. Si vous avez une nouvelle lésion qui apparaît, c'est un certificat descriptif, donc il faut prendre
un deuxième document, en fait, le certificat, celui que vous avez utilisé pour faire le certificat médical initial, mais au lieu de cocher initial, en fait, dans les cases dans le menu déroulant sur Amélie, vous avez une case nouvelle lésion. Et en expliquant effectivement cette nouvelle lésion. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de l'imputabilité des lésions. Enfin, voilà, typiquement, cette nouvelle lésion, quand vous la décrivez, il faut qu'avec ce que vous nous expliquez, on puisse faire un lien direct et sûr entre cette nouvelle lésion qui est décrite et le fait traumatique initial. On peut être amené effectivement dans ces situations-là à convoquer votre patient pour qu'on comprenne ce qui s'est passé quand il manque d'informations. Alors effectivement, on est d'accord, on n'est pas obligé de faire un roman façon Zola, c'est pas forcément ça, mais comment on a les éléments clés qui nous permettraient de faire ce lien, puisque vous le faites, expliquez-nous comment vous le faites. L'idée, c'est ça, c'est plus on a d'infos pertinentes qui vont nous aider, plus on va pouvoir traiter le demande rapidement, effectivement, pas forcément donner l'impression que peut mettre à l'écart certaines décisions, ou en tout cas qu'on puisse nous expliquer pourquoi on a pris notre décision. Voilà pour la nouvelle. Arrive le moment où il n'y a plus d'évolution. Alors, quand ça évolue plus favorablement, il y a deux solutions. Soit on a récupéré, on va considérer qu'on est guéri. La guérison, effectivement, est une terminologie réglementaire. La guérison inclut également des séquelles qui ne seraient pas indemnisables. Alors, un exemple, votre patient se blesse, il a une plaie, elle est suturée, ça laisse une cicatrice. Cette cicatrice, si elle est parfaitement propre, nette, qu'elle n'est pas kéloïde, qu'elle n'est pas adhérente, qu'elle n'est pas gênante dans la fonctionnalité, je parle notamment des mains ou de la nuit, du visage, voilà, une cicatrice sur l'avant-bras qui ne gêne pas la fonctionnalité du bras ne sera pas indemnisable. On peut considérer que c'est guéri, même si effectivement on la voit, cette cicatrice. Effectivement, dans l'absolu, tout est récupéré, la peau est cicatrisée, certes, ça laisse la ligne de cicatrice, par contre, elle ne même pas. Voilà, là, on pourrait considérer que c'est guéri. À l'inverse, la situation n'est plus évolutive, mais les lésions sont fixées. Elles prennent un caractère qu'on va considérer permanent. Et dans ces cas-là, on va arriver sur ce qu'on appelle la consolidation avec séquelles. La consolidation avec séquelles, donc c'est le certificat médical final, au même titre que la guérison, hein, puisque vous pouvez soit choisir de guérir, soit choisir de consolider avec séquelles. Il faut mentionner les séquelles. Pourquoi on précise ça? En fait, voilà, typiquement, c'est la même chose finalement que pour la nouvelle légion. Il faut qu'on puisse imaginer à la lecture de votre rédaction quelles sont les séquelles. C'est-à-dire que on va reprendre, qu'est-ce que je vais prendre? L'exemple de l'entorse de cheville. Les séquelles, certificat consolidé avec séquelles, ou la mention des séquelles, c'est entorse de cheville. Oui, mais quelles sont ces séquelles? Est-ce que c'est une douleur ponctuelle à la marche? Est-ce que c'est une limitation de mobilité? Est-ce que, voilà, qu'on ait un petit peu d'informations. Pourquoi? Parce que ces séquelles, on va convoquer votre patient. Alors, voilà, dès que c'est possible, on va les convoquer pour évaluer ces séquelles. Alors, bien évidemment, plus on va avoir d'informations sur les séquelles, plus on va pouvoir anticiper où on va aller en termes d'évaluation de ces séquelles. C'est pareil, on va vous l'expliquer un petit peu après. C'est la même chose pour la maladie professionnelle. On va évaluer un peu la gravité des séquelles. Et effectivement, l'impact après pour votre patient ne sera pas forcément le même. Donc, effectivement, plus on va pouvoir avoir d'informations, mieux c'est. Bien évidemment, cette évaluation de séquelles va tenir compte de ce que nous, on va appeler un état antérieur, c'est-à-dire des choses qui seraient préexistantes à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle, qui peuvent intervenir aussi dans ces séquelles. Quand vous consolidez avec séquelles un accident de travail ou une maladie professionnelle, bien évidemment, il peut toujours y avoir des sous. Ils ne vont plus être considérés comme actifs dans le sens où ils ne permettent plus une amélioration, mais qui peuvent être considérés comme soins d'entretien, comme par exemple quand ils évitent soit une nouvelle aggravation ou qui permettent de maintenir. Alors, on peut reprendre l'exemple de la maladie professionnelle pour les tendinopathies, par exemple, de l'épaule, où certes, les séances de rééducation ne permettent plus de récupérer en amplitude, par contre, vont permettre à la situation de rester stable en fait, et d'éviter une perte de fonctionnalité de l'articulation. Là, dans ces cas-là, vous pouvez remplir le certificat de soins après consolidation, vous l'avez mis en photo, je crois, après. Voilà, alors là, il apparaît en noir et blanc, vous voyez qu'il est bleu. Là, si vous en avez en version papier chez vous, il est bleu. Après, vous pouvez effectivement télécharger et le remplir de façon informatique et nous l'envoyer. Voilà, en mentionnant effectivement les soins qui sont apportés par rapport à la maladie professionnelle ou à l'accident de travail concerné. Alors, quelques petites précisions. Bien évidemment, la reprise de travail n'impose pas d'avoir un certificat médical final immédiat, c'est-à-dire qu'une reprise de travail peut être faite avant de décider de faire une guérison ou une consolidation.
les gens peuvent reprendre en ayant une poursuite des soins actifs. Pour autant, voilà, et le certificat médical final restera à faire, mais n'est pas forcément, non, enfin, voilà, pas forcément en lien avec la reprise de travail. Par contre, une fois que le certificat médical final est fait, comme son nom l'indique, que ce soit une guérison ou une consolidation, le certificat médical final impose fin des indemnités journalières, y compris pour les temps partiels thérapeutiques. C'est-à-dire que faire une consolidation avec séquelles ne sert à rien de prolonger l'arrêt de travail en parallèle, puisque il est final. On considère que l'arrêt de travail s'arrête. Alors, la rechute, donc pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, une rechute, donc, elle est possible aussi bien après une guérison qu'après une consolidation. Donc, la guérison, c'est pas un obstacle à la rechute, c'est tout à fait possible. Donc, là, par contre, il n'existe pas de présomption d'imputabilité. Donc, toute rechute est étudiée par le médecin conseil qui doit pouvoir établir le lien direct et certain entre les lésions décrites sur le certificat de rechute et le fait traumatique initial en tenant compte des éléments à sa disposition. Donc, on peut être amené à convoquer le patient ou à lui demander des examens complémentaires ou les deux. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir des éléments précis sur les certificats de rechute pour faciliter la gestion de ces rechutes. Également, quelques mots sur l'invalidité. Donc, l'invalidité, c'est une prestation qui est d'un point de maladie. En fait, Et donc, il n'est pas possible d'avoir une invalidité, d'obtenir une invalidité catégorie 1, 2, 3, après une maladie professionnelle ou un accident de travail, donc pour la même pathologie. Ça, c'est important aussi à savoir, c'est une question qu'on a assez souvent. Enfin, également, pour l'évaluation des séquelles, donc, ce qu'on établit, c'est un taux d'incapacité permanente partielle. Donc, comment c'est calculé? C'est en fonction du salaire. Et donc, c'est le salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui est préalablement réduit de moitié pour la partie du taux ne dépassant pas 50%. C'est-à-dire que si nous, médecins conseils, on établit un taux d'incapacité à 40%, par exemple, ce sera finalement 20% pour le patient. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, on distingue différents niveaux de taux. Donc, les moins de 10%, c'est des taux qui vont impliquer un capital. Donc, l'indemnisation va être versée en une seule fois au patient. Les taux de plus de 10%, donc à l'inverse, permettent de verser une rente tous les 3 mois. Un petit point de détail sur les taux entre 10 et 20% qui permettent, si on atteint 20% en tout, de bénéficier d'une retraite pour pénibilité. On verra si vous avez quelques questions sur les choses. Et enfin, on peut également, dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, donc attribuer une prestation supplémentaire qui correspond au recours à une tierce personne si les personnes ne peuvent pas effectuer les actes de la vie quotidienne seules. Et donc, pour avoir la tierce personne, il faut que le taux médical soit au minimum de 80%. Alors, justement, la grille de majoration tierce personne, c'est réservé aux patients qui ne peuvent pas accomplir au moins 3 actes ordinaires de la vie courante. Donc, on les a listés en dessous. Donc, ce sont, par exemple, se déplacer dans son logement seul, y compris un fauteuil roulant, c'est se relever en cas de chute, par exemple, manger et boire seul. Voilà. Donc, c'est toute une liste. Et il y a également les troubles neuropsychiques qui, à lui seul, peut lorsqu'ils existent, peuvent nécessiter l'assistance d'une tierce personne. Voilà, et donc ça, c'est le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale qui détermine si on attribue une majoration aux tierces personnes d'après cette grille et le nombre d'actes pour lesquels il a besoin d'une assistance. Les contestations.
Alors, toute décision du service médical peut entraîner une contestation de l'assuré ou également de l'employeur. Et en fonction de la nature du litige, il y a différents contentieux compétents. Donc, par exemple, si le litige correspond à l'état de santé de la victime sur l'imputabilité de lésion à l'accident de travail, ou la date de guérison, ou la justification de l'arrêt de travail, la juridiction compétente, c'est ce qu'on appelle la commission médicale de recours amiable. Si le litige est relatif au taux d'incapacité permanente ou à la nécessité d'une tierce personne, c'est également la commission de recours amiable et secondairement le tribunal de grande instance, le pôle social du tribunal de grande instance et ensuite également la cour d'appel, en plusieurs possibilités successives. Par contre, pour tout ce qui concerne les litiges administratifs, comme le caractère professionnel ou le calcul des indemnités journalières, c'est le contentieux général, commission de recours amiable, tribunal de grande instance, code social ensuite, et ensuite toujours la cour d'appel. Avant de passer à la situation clinique, peut-être revenir sur quelques questions qui nous sont parvenues. Une question concerne les différents métiers. Donc, un collègue nous interroge sur les différents référentiels qui peuvent être utilisés entre le régime général et la MSA. Et la question donc, est posée sur l'explication à l'existence de supports. Monsieur Martini. C'est simplement ces deux régimes différents avec des gestions différentes, des conseils d'administration différents et avec des métiers aussi différents. Et l'évolution historique de ces différents régimes ont pris en charge certaines maladies au régime général et ont pris en charge d'autres maladies au régime agricole. Bon, de nombreuses pathologies sont communes, hein, mais il y a des pathologies différentes sur le régime agricole qui ne sont pas au régime général. Après, il y avait une question. Oui, une question sur effectivement le délai de reconnaissance d'un accident du travail, très exactement de déclaration d'un accident du travail. Nous vous avions parlé de délai extrêmement contraint entre la date des faits, l'information de la caisse primaire, mais effectivement, les juridictions sont souvent, la réglementation a souvent ses particularités. Et donc, il nous est posé la question sur le délai maximum de déclaration d'un accident de travail. Alors, le délai maximum pour déclarer un accident de travail, c'est 2 ans. Alors, je parle sous le contrôle de Cotin, responsable des caisses primaires, mais c'est un délai de 2 ans. On peut déclarer un accident de travail pendant 2 ans. Et je vais compléter la question qu'on vient de poser là sur les différents régimes. S'il y a une maladie professionnelle qui est prise en charge sur un régime et qu'on change de régime, on va statuer, la rechute sera gérée par la nouvelle caisse d'affiliation. Et après, il y aura des liens avec la caisse cédante, mais c'est la nouvelle caisse d'affiliation qui va gérer la rechute. Alors, on a dans la description des enjeux, on vous a parlé des accidents de trajet et des accidents du travail. C'est vrai qu'il y a une différenciation en termes de déclaration, mais on est bien dans la législation du risque pro. L'accident du trajet, c'est bien un risque pro. Et donc, il y a effectivement quelques différences qui vont apparaître après dans la prise en charge, mais il faut retenir que l'accident de trajet, ça dépend du risque pro. Une question peut-être pour Mme Medine et le docteur. Vous avez tout à l'heure évoqué les soins post-consolidation. Est-il toujours obligatoire de faire une demande de soins post-consolidation ou pas? Et puis, de préciser peut-être la durée pour laquelle on peut les demander. Oui, il faut rester dans la branche accident de travail ou maladie professionnelle. Il n'y a pas de raison que les soins après un accident de travail ou une maladie professionnelle rebasculent sur la branche maladie. C'est pas du tout logique. Donc, il faut les demander, effectivement. Et puis, nous, on les accorde au maximum pour une durée de 5 ans. Maximum. Mais ça peut être beaucoup moins, évidemment. Il n'y a pas forcément cette durée de 5 ans, mais voilà, c'est le maximum que l'on accorde à chaque fois. Mais c'est renouvelable, bien entendu.
Et puis, Monsieur Martin, on en a parlé tout à l'heure du lien entre la maladie et le risque professionnel tout à l'heure par rapport à la nécessité de toujours faire ces déclarations d'arrêt de travail en risque pro. Et donc, un collègue lui pose la question, et si finalement ce n'est pas reconnu, que fait-on? Les arrêts de travail sont, dans le contexte de l'étude de la reconnaissance de la maladie professionnelle, les arrêts de travail sont toujours pris au départ en maladie. Et une fois que la maladie professionnelle est reconnue, il y a un recalcul qui est fait sur la base du risque AT&MP, qui est toujours plus favorable. Et si la maladie professionnelle n'est pas reconnue, eh bien on reste sur le risque maladie. Mais il faut prescrire les arrêts, comme ça a été dit, comme s'ils étaient maladie professionnelle. Mais au départ, tant que ce n'est pas reconnu, ça sera pris au titre, enfin, ça sera liquidé sur le risque maladie. Et après, généralement, il y a une correction qui est faite dès la reconnaissance. Pour Madame Moudou, peut-être une question sur la durée maximale d'un arrêt de travail en maladie professionnelle. Alors, légalement, il n'y a pas de durée maximale, mais évidemment, au bout de quelques temps, il faut se reposer la question de l'opportunité de l'arrêt. Est-ce que l'état de santé du patient est stabilisé? Voilà, donc ça peut durer quelques temps, mais il faut toujours se reposer la question et automatiquement, à un moment donné, l'arrêt de travail n'est plus justifié. Je ferai lien tout à l'heure avec la présentation du médecin, du professeur de médecine du travail qui fera bien la différence entre, notre problématique, effectivement, d'un état stabilisé et de l'aptitude au poste de travail ou à un poste de travail, ce qui est important. Il y a un collègue là qui nous pose la question, effectivement, sur la description des séquelles qui, effectivement, se fait sur le téléservice ou sur le support que nous avons vu tout à l'heure. On parlera rapidement du téléservice. On sait effectivement que le certificat médical final, la déclaration a un nombre de caractères qui est limité. On fera remonter encore une fois dans cette demande effectivement d'élargissement. S'il s'avère que effectivement c'est une situation très particulière avec des séquelles très importantes et que l'outil dématérialisé ne permet pas de répondre à votre souhait de description plus précise, il reste effectivement la possibilité de nous écrire, mais nous souhaitons effectivement faire évoluer éventuellement l'outil. Juste peut-être pour préciser en termes de rente de taux d'IP, pour vous dire que effectivement les patients sont extrêmement demandeurs dans ce processus de risque professionnel de reconnaissance des séquelles et dans la discussion par rapport à l'employeur, mais aussi pour des terminologies, pour des motifs financiers qui ne peuvent tout à fait se comprendre. Et donc, le docteur Battini va vous donner quelques exemples pour que vous ayez en tête effectivement. Oui, il est bien de connaître que quand le médecin conseil fait l'évaluation de ces séquelles, le taux d'IP, comme on appelle ça chez nous, et vous devez en entendre parler dans vos consultations, on ne sait jamais ce que ça représente. Et même, de temps en temps, vos patients vous disent, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'aille me faire examiner? Est-ce qu'il faut que j'aille faire voir le médecin conseil? Ça va me prendre du temps. Et il faut bien savoir qu'une consolidation, même pour une séquelle, une entorse de cheville, vous avez une limitation du périmètre de marche, une petite limitation de la flexion extension, ce genre de choses. Même si un médecin conseil n'accorde que 3%, ça donnera quand même en capital 1120 €. Ça, il faut bien savoir que 3%, c'est 1120 €. Et si nos collègues donnent 7-8%, ce qui arrive de temps en temps, 8%, c'est 4000 €. Et on n'est pas dans les rentes, on est en dessous des rentes. C'est le capital qui est versé à vos patients. Donc ça, je crois que c'est important de le savoir parce que de temps en temps, vos patients vont dire, bon, on convoque des gens qui ne viennent pas, alors qu'on sait qu'ils ont des séquelles et qui pourraient bénéficier de cette indemnisation. Indemnisation qui rentre dans les charges de la branche AT&MP. Et il est quand même dommage que certains de vos patients, alors bien que vous avez des patients qui sont très demandeurs, mais vous avez d'autres qui au contraire ne demandent pas ce qui pourraient bénéficier. De même que pour la majoration tierce personne, comme ça a été évoqué par le docteur Edlin, vous avez certains de vos patients qui ont des rentes importantes à 80%, et de temps en temps, on voit que la demande de tierce personne n'est pas faite. Or,
Or, au-dessus de 80%, si vous avez une rente, il y a 3 forfaits, hein, il y a forfait 1, forfait 2, forfait 3, comme ça a été dit. Le premier forfait est à plus de 600 euros, le deuxième forfait à 1200 euros, et le troisième forfait, on ne peut pas réaliser cette actes de la vie courante, c'est 1800, presque 1900 euros. Ça, il faut le savoir quand même, parce que ça peut aider vos patients. Voilà. Parce que les chiffres que je voulais faire des chiffres, mais c'est important de les connaître. On va vous laisser définir les cas pratiques et puis on reviendra sur quelques situations plus spécifiques qui nous ont été décrites par les patients, par des collègues, pardon. Donc, le premier cas pratique, exemple. Donc, monsieur Dupont, 40 ans, il est assis depuis l'âge de 17 ans et il présente des lombalgies fréquentes depuis 10 ans qui entraînent pour lui des petits arrêts de travail itératifs d'une semaine. Donc, le 10 janvier 2023, il ressent, en soulevant une poutrelle sur son lieu de travail, une douleur lombaire irradiant dans la face postérieure de la cuisse, mollet droit. Le scanner réalisé en février objective une hernie discale droite L5-S1 qui refoule la racine S1 à droite. Il y a également un canal lombaire étroit étagé. Un accident de travail peut-il être déclaré? Donc la réponse est oui, puisqu'il existe un fait traumatique, c'est le fait de soulever la poutrelle sur le lieu de travail. Donc c'est un accident de travail. Et donc justement, ce monsieur est reconnu en accident de travail au 10 janvier 2021. Et sur le CMI, il est noté lombosciatique droite suite à port de charge. Donc la question que j'ai, c'est la rédaction du CMI est-elle correcte? Et on peut dire que oui, puisque c'est une description claire de la situation médicale. Voilà. Donc, j'ajouterais que peut-être que secondairement, puisque le jour de l'accident de travail, le patient montre une sciatique. Par contre, la hernie discale est évidemment diagnostiquée plus tard grâce à l'examen complémentaire qui sera fait. Donc là, pour ce patient, il pourra y avoir une déclaration de nouvelles lésions pour la hernie discale. Ça correspond bien à cette situation. Et là, c'est important vraiment de déclarer la nouvelle lésion, puisqu'on va au-delà du symptôme lombosciatique, et ça montrera bien que la hernie discale est secondaire à l'accident de travail, et alors qu'on pourrait très bien imaginer que ce patient avait déjà une hernie discale, et dans ce cas-là, avant l'accident de travail, et dans ce cas-là, ça ne peut pas être une nouvelle lésion. C'est important de les déclarer pour le patient. Alors, toujours ce monsieur Dupont, donc il est opéré de sa hernie discale finalement, et il va mieux, mais il a toujours des lombalgies. Au bout de 4 mois après l'intervention, il est convoqué par le médecin conseil. Donc, il lui dit qu'il est raide au réveil pendant une demi-heure, qu'il peine à soulever des charges lourdes. Le médecin conseil retrouve une importante raideur rachidienne avec une distance doigt-sol à 50 cm, un Schobert à 10-11, l'absence de troubles sensitifs, ni de la SEIG. Donc, quelle sera la décision du médecin conseil? S'agit-il d'une guérison ou s'agit-il d'une consolidation avec séquelles indemnisables? Dans ce cas, c'est une consolidation avec séquelles indemnisables, puisque le médecin conseil a retrouvé des séquelles à l'examen clinique, la raideur, matérialisée par le Schobert et la distance doigt-sol. Alors, la question qui se pose aussi, c'est la consolidation peut-elle être proposée par le médecin traitant ou le médecin conseil? Eh bien, les deux. Donc, dès que l'état de santé est stabilisé, le médecin traitant peut très bien décider de la consolidation. Il n'y a pas lieu d'attendre que le patient soit convoqué par le médecin conseil. Mais à contrario, si le médecin conseil constate dans le cadre d'un suivi de ce patient que la consolidation peut être prononcée, il peut également la prononcer. Et la troisième partie, donc monsieur Dupont va mieux et a repris son travail. 2 ans après, il présente un épisode de douleur lombaire aiguë sans sciatalgie.
L'examen clinique retrouve une raideur rachidienne avec une distance main-sol à 55 cm, un Schaubert à 10-11, donc, et pas de sciatique. Donc, une demande de rechute peut-elle s'envisager? Eh bien oui, puisqu'on est toujours dans le cadre des douleurs qui sont secondaires à ce premier accident de travail. Puis donc, du fait de son travail, le monsieur ayant des douleurs qui sont réapparues, il ne peut pas travailler. Donc, une demande de rechute peut s'envisager et l'arrêt de travail dont il a besoin sera prescrit donc en accident de travail. Donc, la pratique numéro 2. Donc, on va passer à monsieur Daniel, 35 ans, routier, qui fait à peu près 60 000 km par an, dans son camion. Il doit effectivement parfois décharger. Depuis quelques jours, il se plaint d'une sciatique gauche S5 qui a été diagnostiquée par son médecin traitant, qui lui a prescrit le 14 mars 2017 un arrêt de travail de 15 jours. 7 mois plus tard, il consulte à nouveau son médecin traitant car il a toujours sa sciatique gauche. Mais depuis quelques jours, il a des difficultés à bouger son gros orteil gauche. Il lui prescrit donc un scanner à la recherche d'une hernie discale lombaire et un arrêt de travail. Le scanner qui est réalisé 7 jours plus tard montre effectivement l'existence d'une hernie discale L5 gauche. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut considérer que c'est un accident de travail? Ou est-ce qu'on est plutôt en face d'une déclaration maladie professionnelle qui pourrait justifier? Dans le cas présent, ce patient, il se plaint depuis quelques jours. On n'a pas vraiment de fait traumatique qui a l'air d'avoir déclenché cette sciatique gauche, puisqu'il ne signale pas de faux mouvement ou de déchargement de son camion. A priori, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un accident de travail, mais toutefois, si on se réfère au tableau, on peut envisager une déclaration maladie professionnelle. Voilà, puisqu'on a une hernie discale, donc ça, une hernie discale L4-L5, avec une sciatique, donc on est typiquement là dans le tableau 97 ou 98. Et voilà, justement. Les deux tableaux. Et les deux tableaux sont identiques dans leur contenu, les tableaux 97 et 98, c'est juste les titres qui diffèrent. Le premier, le tableau 97, il s'agit des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier. Donc en pratique, ce sont les engins vibrants utilisés en particulier pour les travaux publics. Et on a le tableau 98, ce sont les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charge lourde. Et là, donc, on a toute la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies, des personnes qui sont amenées à apporter des charges lourdes. Donc, on a bien entendu beaucoup plus de tableaux 98 que 97 dans la pratique. Au niveau de la désignation de la maladie, donc il peut s'agir de sciatique hernie discale L4-L5 ou L5-L5, ou également de hernie discale L2-L3, L3-L4 ou L4-L5 qui provoquent des radiculalgies pleurales. Voilà. Voilà, donc là, c'est tout ce que tu viens d'expliquer. Voilà, donc la question tableau 97-98, donc je rappelle, c'est pour information, parce qu'en fait, ça c'est au médecin conseil avec la caisse primaire d'assurance maladie qui fait l'enquête, de le déterminer, ce n'est pas à vous de le déterminer. Donc, pour ce monsieur, il est routier, en fait, il est chauffeur routier, il peut très bien, du fait de son activité de chauffeur routier, relever du tableau 97, mais également du tableau 98, s'il porte des charges lourdes, s'il décharge son camion, ce qui était le cas, je crois. Donc ici, c'est une sciatique avec la hernie discale de topographie concordante. On avait une sciatique L5 avec une hernie discale L4-L5. La durée d'exposition, on doit la rechercher dans le tableau, donc elle est de 5 ans, si je me trompe. Et puis, donc il faut également rechercher pour nous le délai de prise en charge, si ce délai est respecté, donc enfin entre la fin d'exposition au risque signalé de son travail et l'apparition des premiers symptômes, donc la sciatique en l'occurrence. Voilà. Merci mesdames. Avant de passer donc
effectivement, juste une ou deux questions. Alors, ça, ce sont des questions qui concernent essentiellement, c'est-à-dire la durée d'arrêt de travail en accident de travail. Certes, il n'existe pas, on en a parlé tout à l'heure, de réglementation en matière de durée d'arrêt de travail en risque de faux, mais l'état médical du patient et sa stabilisation, comme on a pu le dire effectivement, ce sont des critères extrêmement importants. Et la nature des soins, comme le disaient mes collègues tout à l'heure, ne sont pas à l'origine d'une décision de maintenir un arrêt de travail, en particulier si ces soins sont des soins d'entretien. Si ces soins d'entretien sont des séjours en hospitalisation de jour, en l'occurrence, si effectivement on est toujours dans de l'entretien, eh bien, ça ne limitera pas la consolidation et des séjours en hospitalisation de jour peuvent être pris dans le cadre des soins post-consolidation. On reviendra sur les autres questions. On va passer, parce que ça va apporter aussi des réponses aux questions posées, à la présentation du professeur Jeannot. Et on prie très fort pour que ça marche bien. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cette présentation sur les relations médecin traitant, médecin du travail, qui sont, vous le savez, parfois complexes, mais qui sont toujours indispensables. Les missions du médecin du travail sont d'éviter l'altération de la santé du fait du travail et de favoriser le maintien dans l'emploi ou le retour au travail. Pour cela, deux axes principaux: l'action sur les lieux de travail, pour lequel il est aidé d'une équipe pluridisciplinaire, dans un objectif d'évaluer les risques pour pouvoir ensuite conseiller les employeurs et les salariés sur la prévention de ces risques, l'amélioration des conditions de travail, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Le deuxième axe, c'est le suivi de santé, avec des consultations qui sont obligatoires après un certain temps d'arrêt, par exemple, ou à l'embauche pour certains postes, et des consultations à la demande du salarié, parfois envoyées par son médecin traitant, du médecin du travail ou de l'employeur. Ces consultations peuvent aboutir à une aptitude médicale au poste de travail, sans restriction particulière, et donc dans ces cas-là, on revient sur le suivi de santé périodique. L'aptitude au poste de travail, mais avec une demande d'aménagement. Si ces aménagements sont possibles, la personne est apte au poste. Si ces aménagements sont impossibles, c'est une inaptitude médicale au poste de travail. Et le médecin du travail doit formuler des préconisations à l'employeur sur les capacités restantes du salarié. L'employeur doit les prendre en considération et rechercher un poste adapté. S'il en trouve un, la personne va être apte à son nouveau poste et bénéficiera d'un suivi. Si l'employeur n'a pas la possibilité de le faire, il y aura un licenciement pour inaptitude. Si on détaille un petit peu cette procédure, eh bien on voit que le médecin du travail et l'employeur interviennent à des moments différents et ont des missions ou prérogatives différentes. Le médecin du travail va formuler l'inaptitude au poste de travail et va donner des conclusions sur le type de poste que pourrait occuper le salarié, ou plus précisément les capacités restantes du salarié. L'employeur va ensuite chercher un poste de travail qui soit adapté à ses capacités et il a un mois pour le faire. Au bout d'un mois, soit effectivement le poste est possible et dans ces cas-là, le salarié est reclassé, soit l'employeur a l'obligation de licencier ou de reprendre le versement du salaire, même si le salarié ne travaille pas. La rupture du contrat de travail, elle est possible plus tôt que cette échéance de 1 mois, si le médecin du travail indique que le salarié ne peut continuer à travailler dans ce secteur ou dans cette entreprise parce que
cela serait gravement préjudiciable à sa santé, et c'est ce que l'on peut voir en matière de risques psychosociaux parfois. Donc la rupture du contrat de travail va pouvoir intervenir aussi dans le délai d'1 mois après les préconisations du médecin du travail et la rédaction de l'inaptitude, si l'employeur montre qu'il ne peut pas trouver un emploi, alors pas que dans l'entreprise mais dans le groupe, et s'il propose un emploi adapté aux préconisations du médecin du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Enfin, si le salarié refuse l'emploi proposé, eh bien, ça peut conduire à une rupture du contrat de travail et un licenciement. Ces inaptitudes sont-elles fréquentes? Eh bien, vous voyez que sur cette étude du docteur Rosa Courtois de Ma Santé Pro, sur 82 700 travailleurs qui ont été suivis en 2019, cela n'a concerné que 0,7% des salariés, avec bien sûr une augmentation de la fréquence de l'inaptitude, malheureusement, avec l'âge. Il reste bien sûr un certain nombre de questions pratiques au quotidien dans les relations entre le médecin du travail et le médecin traitant. La question du secret médical est souvent évoquée, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de partage tacite du secret médical entre le médecin du travail et le médecin traitant. Néanmoins, le médecin traitant ne peut pas s'opposer à donner des informations au médecin du travail et vice-versa si le patient est d'accord. Et bien sûr, ce partage d'informations dans le cadre du parcours de soins est toujours bénéfique pour le patient. La question de comment se joindre est un problème pratique au quotidien pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse tant qu'il n'y aura pas un annuaire précis des services de santé au travail et de leur répartition géographique avec les numéros de téléphone. La visite de pré-reprise, eh bien, cette visite est fondamentale et il faut vraiment inciter le salarié qui est en arrêt prolongé à la demander quand on anticipe une difficulté au moment de la reprise du poste de travail. Alors, il est recommandé de la préconiser dès 30 jours d'arrêt, mais c'est possible avant. Et parfois, eh bien, cette visite de pré-reprise va s'imposer parce que le médecin conseil va décider de l'arrêt des indemnités journalières et donc de la fin de cette période d'indemnisation, et le salarié va être obligé de reprendre le travail. Et dans ces cas-là, le plus souvent, puisque cela va être la conséquence d'un arrêt prolongé, il est important que cette visite de pré-reprise soit réalisée. L'inaptitude au travail faite par le médecin du travail, elle est désormais faite en une seule visite. Il y avait 2 visites obligatoires avant. Et si le médecin du travail a besoin d'éléments complémentaires et par exemple de pouvoir discuter avec le médecin traitant sur la prise en charge, le pronostic, eh bien, il peut programmer une 2e visite, mais celle-ci doit être réalisée dans un délai maximum de 15 jours après cette première visite. Concernant les risques psychosociaux, eh bien, évidemment, il faut traiter la cause, mais le plus souvent, ça va passer par un arrêt de travail et donc rédigé par le médecin traitant, puisque cela va être la solution de sauvegarde entre guillemets du salarié, le temps qu'on ait pu éventuellement trouver une autre solution, une adaptation du poste, un changement de poste ou malheureusement parfois une inaptitude. Souvent, la question qui se pose pour le médecin traitant est de savoir si on peut déclarer cela en maladie professionnelle ou en accident de travail. Les deux sont possibles, mais c'est plus difficile en maladie professionnelle puisqu'il faut qu'on puisse établir qu'il y a un lien direct et essentiel entre les conditions de travail objectives et l'état de santé du salarié. C'est donc souvent plus facile de déclarer
ce type de pathologie en accident de travail si on a un événement daté comme une agression, une altercation avec un collègue, une réunion qui se passe mal avec l'employeur, sachant que un entretien de licenciement, par exemple, s'il est fait dans les formes, n'est pas un motif de reconnaissance en accident de travail. Et vous voyez dans les chiffres, le nombre d'accidents de travail par rapport au nombre de maladies professionnelles pour les risques psychosociaux témoigne tout à fait de cette orientation préférentielle en accident de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que tout cela permettra une meilleure collaboration entre médecins traitants et médecins du travail au bénéfice bien sûr des patients. Donc, le professeur Janot, effectivement, n'était pas avec nous. Si effectivement il y a des questions qui sont parvenues pendant son intervention, nous allons prendre connaissance et on verra si effectivement on peut y répondre. Avant de passer, je dirais, à des informations de pratique, on va revenir peut-être sur quelques questions qui sont parvenues. Donc, M. Martini, lorsqu'un accident du travail, un accident de trajet survient alors que la personne est en état d'ivresse, que se passera-t-il? L'état d'ivresse n'empêche pas l'étude de la prise en charge de l'accident de travail ou de trajet par les services des caisses primaires. L'ivresse, c'est du droit pénal et ça ne tient pas le droit social. La demande sera étudiée. Après, bien sûr, l'employeur pourra engager sur disciplinaire ou autre par rapport à ce salarié en état d'ivresse, mais le patient pourra bénéficier d'une prise en charge si les conditions sont requises en accident de travail ou en accident de trajet de travail. Concernant une question concernant la succession des événements, si un patient est victime d'un accident du travail avec une atteinte de l'épaule qui a bénéficié d'une guérison, quelques années plus tard, une tendinite de la coiffe de cette épaule apparaît, doit-on la déclarer en rechute ou en maladie professionnelle? S'il a déjà eu un traumatisme de l'épaule, en fait, si c'est deux événements totalement distincts, et si le deuxième survient à l'occasion du travail suite à un fait traumatique, c'est un accident de travail, on n'empêche pas. Donc, le premier accident antérieur, celui qui date d'il y a longtemps, sera alors considéré comme un état antérieur quand on interviendra les séquelles. Par contre, si ce deuxième événement de tendinopathie de l'épaule survient plutôt progressivement et correspond à une maladie professionnelle, rien n'empêche non plus de déclarer la maladie professionnelle et donc l'événement précédent, de la même façon, sera considéré comme un état antérieur. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite. Okay. Petite question sur la rechute. Lorsqu'il y a une pression certaine du patient, alors que le praticien n'en est pas convaincu, c'est difficile de répondre oui ou non, mais est-ce que vous avez une réponse? Alors moi, je vais il faut pas, alors c'est facile à dire, mais il faut faire les demandes qui sont adaptées à l'état de santé et aux conditions de travail. Si c'est une demande exagérée, il ne faut pas la faire. Voilà. Mais c'est facile de dire ça ce soir à la table. C'est vrai qu'au cabinet, ce n'est pas simple, mais je vais faire référence au code de déontologie. Hein, bien qu'on ne peut pas céder aux demandes abusives. Alors, ça arrive qu'on gère aussi de temps en temps des demandes qu'on voit bien que c'est fait un peu sous la pression, et c'est aussi, ça conseille aussi de temps en temps de refuser des rechutes si on les estime excessives. Voilà. C'est très lié au positionnement du patient qui réclame par rapport à l'employeur, effectivement, et donc en plus à moyen terme, c'est pas toujours très avantageux pour lui. Sur le plan plus pratique, une collègue qui demande si effectivement le PDF sera accessible. Non seulement il sera accessible, on pourra mettre à disposition sur demande, mais sinon l'ensemble du replay sera mis à disposition et on vous donnera en même temps que l'envoi du questionnaire d'évaluation le lien
pour que vous puissiez le visualiser. Concernant le PDF, je pense qu'il faudra plutôt nous faire une demande parce que c'est un document qui est lourd et donc on ne pourra pas l'envoyer à tout le monde. Il y a une question sur la visite de pré-reprise qui semble difficile à organiser dans la vraie vie. Alors, ça dépend, pas se leurrer. Aujourd'hui, dans les services de médecine du travail, les difficultés en termes de démographie sont les mêmes que celles que vous rencontrez, que nous rencontrons. Pour autant, les services de médecine du travail se sont élargis avec l'embauche d'infirmières de médecine du travail qui ont des délégations importantes. Et donc, aujourd'hui, les contacts dans le cadre d'une visite de pré-reprise, il faut absolument, les tenter. Alors, dans notre région, par exemple, à un moment, on a discuté avec les collègues parce que les patients nous disaient, ah bah oui, mais j'ai juste eu un coup de téléphone et puis depuis rien. Effectivement, un appel téléphonique peut effectivement leur permettre d'avoir la description du patient et de l'orienter selon leur procédure propre. Il faut vraiment insister, il faut que le patient, la demande, fasse un courrier ou puisse se présenter, ce qui permettra quand même de rentrer dans un processus de réadaptation au poste de travail de façon la plus adaptée possible. Et donc, effectivement, l'anticiper, c'est aussi une garantie pour avoir ce rendez-vous. Je vais me permettre de vous parler très rapidement de téléservices. Les téléservices, c'est un sujet compliqué lorsqu'ils ont été mis en place sur effectivement le risque AT-MP, avec cette dissociation que vous connaissez sur l'arrêt de travail versus le certificat médical. Je voulais juste effectivement insister auprès de vous aujourd'hui, avec un peu de recul, sur une nouveauté qui concerne la notion de pratique possible d'une activité pendant son arrêt de travail, puisque aujourd'hui, ça nécessite que le praticien le précise. En matière de diapositive suivante, de mode d'emploi, vous avez vu effectivement que vous avez la possibilité de préciser l'arrêt de travail sur le temps complet versus le temps partiel. Je vous rappelle que le temps partiel, il est à prescrire en amont de la consolidation de la guérison et non pas au détour, que c'est encore une fois une démarche d'anticipation dans la démarche, parce que souvent, on se retrouve face à des patients qui, alors que la consolidation a été prononcée, demandent au médecin généraliste un temps partiel parce que l'employeur peut-être l'a évoqué pour avoir le temps de la réadaptation du poste. Ce n'est pas possible, il faut vraiment que ce soit en amont. Et le certificat dématérialisé vous permet de le mentionner. Le motif médical de l'arrêt, vous avez cette possibilité sur une saisie manuelle ou sur une liste déroulante. Le motif en saisie manuelle peut permettre la précision qu'évoquaient tout à l'heure mes collègues sur l'évolutivité de la situation médicale. Concernant effectivement les supports, vous pourrez effectivement reprendre des différents items. Nous vous incitons très fortement à cette précision sur les documents, à bien vous identifier. Aujourd'hui, comme vous le savez, ces documents peuvent être utilisés de façon abusive par des tiers et donc il est extrêmement important que vous puissiez mentionner l'ensemble de vos identités personnelles et de professionnelles et que vous puissiez aussi en lettres manuscrites mettre par exemple des dates, des précisions en termes de pathologie. C'est important dans le déroulement de la prise en charge du patient. Vous avez aussi, bien entendu, diapositive suivante, la déclaration de maladie professionnelle, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est là d'un outil qui est d'abord celui, du patient, avec cette possibilité de compléter, de mettre un diagnostic le plus précis. Et encore une fois, comme le disaient les collègues tout à l'heure, l'importance de ne pas se précipiter et de bien mentionner un diagnostic précis. Concernant effectivement l'arrêt de travail et la téléconsultation, vous avez effectivement la notion depuis le 27 février qui est sur l'AT, l'arrêt de travail en ligne, mentionné
qu'il y a une case à cocher sur la notion de téléconsultation et puis effectivement cette durée maximale de 3 jours qui est opposée depuis peu lorsque le prescripteur n'est pas le médecin traitant du patient. C'est un sujet qu'on évoque depuis longtemps et qui est donc maintenant applicable. La prescription, à l'occasion d'une téléconsultation, effectivement, le prescripteur doit mentionner absolument cette prescription en lien avec une téléconsultation, ce qui évite encore une fois des difficultés en matière de falsification qui sont aujourd'hui très nombreuses. Diapositive suivante. Alors, on a souhaité pour conclure, on a encore juste 2 thèmes à vous passer avant de faire les questions, la notion du service médical, puisqu'on a parlé beaucoup des interlocuteurs, de la notion et de la nécessité d'échanger sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, on sait que les flux pour contacter le service médical sont nombreux. On le sait, pas toujours facile avec les numéros en 3608 qui sont dédiés au personnel médical et aux professions, à l'ensemble des professionnels. Nous avons aussi des courriels essentiels. Aujourd'hui, des courriels qui parviennent aux services médicaux sont ceux des échanges médicaux sécurisés que vous pouvez utiliser dès que vous ouvrez le dossier sur Amélie-Pro de votre patient. Il y a aussi quelques questions via les comptes PS2, là encore via Amélie-Pro, et puis la messagerie santé sécurisée, le courrier, bien entendu, et puis l'accueil physique. Et on peut aussi, bien sûr, avoir ces échanges confraternels. Il existe effectivement une modalité, finalement très large, mais qui n'apporte pas toujours une satisfaction à la hauteur des attentes des professionnels de santé. Ce qu'on peut vous conseiller aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble des régions qui sont partenaires aujourd'hui, la façon la plus facile et la plus aisée d'échanger entre nous sur les dossiers de notre quotidien sont vraiment les échanges médicaux sécurisés. L'AMSS va se développer sur l'ensemble des régions avec diapositive suivante, la possibilité d'échanger sur l'ensemble des réseaux. Et donc, elle va se mettre en place sur l'ensemble des 4 régions, mais aujourd'hui, avec une déclinaison qui a commencé sur la Normandie et puis qui va bientôt être possible sur l'ensemble du Grand Ouest. Le développement aussi, l'accès par téléphone portable. Vous allez voir que progressivement, vous allez avoir une information sur les possibilités d'accès aujourd'hui via des flyers, des QR codes, parce qu'on est moderne maintenant. Donc vous avez tous les numéros de téléphone. Donc aujourd'hui, le message qu'on voulait vous passer, c'est que l'accessibilité aux services médicaux de la région Grand Ouest est en nette amélioration. Il est important que vous utilisiez l'EMS. Vous serez informé, comme c'est le cas là pour l'instant en Normandie, sur le développement de la MSS, sur le développement de l'accès direct aux praticiens de conseil via les téléphones portables. Et on espérera que votre satisfaction et nos échanges seront plus fluides. Diapositive suivante. Eh bien là, je vais laisser la parole à Madame le médecin conseiller régional avec et puis on conclura pour les quelques dernières questions. Oui, on conclura avec quelques questions. C'était juste pour, on vous a présenté là, le risque professionnel et nos collègues médecins conseils nous ont montré un petit peu comment ils intervenaient dans ce risque professionnel. En préambule, vous avez montré également quelles étaient les missions du service médical. Donc, ce sont des missions très diversifiées. Et donc, effectivement, on recrute des praticiens conseils, donc dans les échelons locaux, pour travailler au sein d'équipes pluriprofessionnelles avec des techniciens très professionnalisés, avec des infirmiers du service médical, et donc en équipe aussi de praticiens conseils. Et aussi, vous avez envie d'informations si vous souhaitez avoir un peu d'éclairage sur le métier.
N'hésitez pas donc à nous contacter. Bon, le docteur Vérin vous a montré les canaux de contact avec le service médical. On peut vous proposer de rencontrer à l'occasion d'une journée une équipe de médecins conseils au niveau d'un échelon local et puis vous montrer un peu ce qu'est l'activité au quotidien d'un médecin conseil. Et puis si éventuellement ça suscite votre intérêt, il y a 2 fois par an des campagnes de recrutement que vous pouvez retrouver très facilement sur le site l'ATQ Recrute. Vous pouvez candidater éventuellement. Il y a des jurys nationaux 2 fois par an qui permettent de recruter France entière des médecins conseils. Au-delà de ces campagnes de recrutement, a été lancée depuis le début de l'année une expérimentation d'exercice mixte. C'est-à-dire de permettre à un médecin libéral qui souhaite conserver une activité libérale mais à temps partiel, d'être en même temps et également à temps partiel, en contrat à durée déterminée, au service médical, et donc d'exercer à la fois le métier de médecin conseil et puis de médecin libéral en même temps. C'est une expérimentation pour le moment qui ne se fait que dans 3 régions. Et donc, pour ce qui nous concerne là, ce soir, à l'occasion de notre webinaire, ce sont les régions Centre-Val de Loire et Normandie qui sont concernées. Alors, n'hésitez pas, là également, si vous voulez plus d'informations, prenez contact avec nous. On se fera un plaisir de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et comment ça pourrait éventuellement se mettre en place. Voilà, on va répondre à quelques questions. Quelques questions. Alors, une question qui revient, mais qui est effectivement au cœur de nos quotidiens, c'est effectivement ces patients qui ne veulent pas de la consolidation d'un accident du travail, même si tous les clignotants sont entre guillemets au vert, car effectivement la reprise du travail leur paraît impossible et la crainte de la perte de l'indemnité journalière est le moteur principal pour les patients, avec cette culture et ce message qui n'est même pas subliminal de on a le droit à 3 ans, on a au moins 3 ans, il faut qu'on ait 3 ans. On est tous confrontés à cette problématique. Je crois que ce qui est important à mémoriser, c'est qu'effectivement, plus la situation sera non traitée, plus elle sera complexe et moins les possibilités de réadaptation des patients seront possibles. Et donc, quand la situation est vraiment stabilisée, il faut effectivement confronter le patient via effectivement le contact avec le médecin du travail très en amont de la situation pour effectivement que puissent être examinées les possibilités de réadaptation si effectivement il n'y a plus de licenciement. Il y a cette période décrite par le professeur Jeannot de 1 mois où effectivement ils pourront bénéficier de leurs jours de congé, de liquidation, etc. Et puis il y aura le licenciement pour inaptitude qui devra se faire effectivement avec les indemnités qui sont qui sont possibles. C'est une situation extrêmement complexe. On est parfaitement conscient de la difficulté sociale que ça impacte un accident du travail. C'est toujours une perte. Il y a un document récent, l'adresse a publié il y a quelques jours l'impact économique des patients en situation d'accident de travail. Il y a une perte financière dans un très grand nombre de situations. Pour autant, en matière de réadaptation, un des critères, et j'en fais partie, qui est le plus défavorable, c'est l'âge. Donc, il est important effectivement d'attendre le moins possible. Vous savez tous que l'arrêt de travail est à lui seul délétère sur la dynamique et l'état global des patients. Concernant une question sur le lien entre un arrêt de travail en maladie professionnelle et une activité libérale, a priori, si une activité est autorisée, elle est autorisée en salarié. Et donc, il faut effectivement éviter, entre guillemets, ces travaux possibles d'un côté et pas possibles de l'autre, parce que, effectivement, nos collègues administratifs, dans ces cas-là,
comment dire, sont souvent prêts effectivement à étudier ces dossiers qui finissent en général pas très bien quand il y a une activité salariée en même temps qu'un arrêt de travail. Ce sont des situations qui sont effectivement mises en contentieux très rapidement. Il y a une question qui ne nous a pas été posée, M. Marton vient en parler, mais je pense que beaucoup d'entre vous, c'est la pathologie néoplasique et la maladie professionnelle, parce que vous y êtes confrontés souvent, ou peut-être pas si souvent que ça, parce qu'il y a, comment dire, beaucoup potentiellement de sous-déclarations. Et donc, je voulais simplement dire que, pour vous sensibiliser, il y a, on l'a évoqué tout à l'heure, 66 000 maladies professionnelles, 80% c'est le tableau 57, hein, c'est des maladies périarticulaires. Les cancers professionnels représentent que 3%, 1600 environ par an. Au jour d'aujourd'hui, enfin, en 2023, il y a eu 440 000 nouveaux cancers. Les statistiques, enfin, les études montrent que minimum 10% c'est d'origine professionnelle, c'est-à-dire 40 000. On en a 1600 de déclarés. Donc, il y a vraiment un hiatus important entre les reconnaissances en cancer, par des cancers de type professionnel, les déclarations. Alors, c'est vrai que souvent, ce sont des malades qui sont, que vous voyez, hein, ce sont des malades qui sont retraités et on ne pense pas obligatoirement à faire la déclaration quand ils sont retraités parce qu'on se dit, de toute façon, ils n'ont pas d'IJ. Mais ce n'est pas que le problème des IJ, c'est le problème de la reconnaissance. Qui dit reconnaissance d'un cancer dit après signalement à la CARSAT, qui peut faire de la prévention après dans l'entreprise pour que d'autres puissent éviter d'être exposés aux agents cancérogènes. Nous avons des cancers. Alors, vous connaissez le mésothéliome, le cancer pulmonaire lié à l'amiante. Il y a beaucoup de cancers du poumon qui sont liés à d'autres cancérogènes. Il y a une vingtaine de tableaux qui sont concernés par des cancers. On a fait des études, enfin, des expérimentations dans notre région sur le cancer de la vessie et aux amyloromatiques, les gens qui travaillent dans les labos, les cancers du rein, au trichloroéthylène. Enfin, il y a énormément de cancers qui peuvent être au moins faire une déclaration. Après, il y a une étude qui est faite par les services administratifs. Et si les patients sont reconnus même à 80 ans, même à 70 ans, ça peut ouvrir droit quand même à une indemnisation par un taux d'IP, voire une rente malheureusement pour le conjoint survivant, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il y a derrière la prévention qu'on peut faire dans les entreprises, voire les injonctions que peut faire la CARSAT, parce que la CARSAT a le pouvoir, par ses ingénieurs conseils et ses préventeurs, d'aller dans les entreprises et faire des injonctions aux entreprises pour corriger telle ou telle exposition à tel ou tel agent cancérogène. Je tenais à vous sensibiliser à cette problématique, d'essayer de réfléchir si certains cancers ne peuvent pas être déclarés. Merci par avance. Il y a une question. Il y en a une qui arrive. Pourquoi les tendinopathies calcifiantes ne sont pas reconnues dans le tableau 57? Donc, en fait, les calcifications sont considérées comme des maladies métaboliques, donc du coup, non considérées comme secondaires aux gestes et postures. Et donc, du coup, elles sont exclues, et c'est bien écrit noir sur blanc sur le tableau des tendinopathies, on ne les prend jamais. Donc, une calcification, c'est un refus automatique, car c'est une pathologie métabolique. Bien, il est 21h10, on avait dit 21h15. Je crois qu'il y en a qui plus. Ok, voilà. Je ne voudrais pas. Je pense que oui, on a pas le donc les questions auxquelles on n'a pas répondu, on va essayer, comment dire, d'y faire des réponses via des échelons avec lesquels vous êtes en partenariat régulièrement. N'hésitez pas éventuellement à les reposer via un EMS. Et puis, répondez surtout, comment dire, à l'enquête de satisfaction demain. C'est pour nous aussi important de pouvoir répondre aussi à votre demande. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, le prochain, voilà, il y aura un prochain webinaire. On vous invitera. Il y a une question pour terminer. C'était une question que vous avez posée sur les pesticides. Alors, c'est vrai qu'il y a un nouveau tableau, c'est le tableau de mémoire 102 sur le cancer de la prostate et les pesticides. Enfin, ça vient de l'origine de ce tableau, c'est la chlordécone
en Guadeloupe, mais ça concerne aussi la métropole. Et si vous avez des salariés qui travaillent dans des entreprises qui produisent ou fabriquent des pesticides et qui ont un cancer de prostate jeune, enfin un cancer de prostate, ça peut être étudié dans le cadre de dans ce tableau. Bonne soirée à tous. Voilà, Merci. Merci à vous, merci de votre participation très active, puisqu'il y a eu beaucoup de questions. Comme vous l'avez dit, le docteur Perrin, on s'efforcera d'y répondre pour les quelques questions sur lesquelles il n'y aurait pas eu de réponse apportée ce soir. Et puis, merci effectivement de saisir le questionnaire, ça nous permettra de comprendre vos attentes et de vous améliorer aussi sur un prochain webinaire. Bonne soirée et bientôt.